Alors, nous avons vu dans les mythes numéro 5 et numéro 6 que les Juifs avaient des cultures très différentes, qu'il était difficile de les considérer comme faisant partie d'un seul et même peuple, hein, quand bien même ils auraient une religion commune. Nous avons également vu euh, que le mythe selon lequel les Juifs auraient été exilés en 70 après Jésus-Christ suite à la destruction du Second Temple, eh bien, que c'était à prendre avec des pincettes, étant donné qu'un grand nombre de Juifs avaient déjà quitté la Palestine bien avant cette date-là, et de manière souvent volontaire. Il n'y avait dans beaucoup de cas aucune obligation, et quand bien même il y aurait eu une obligation pour la première génération, eh bien la seconde et la troisième auraient très bien pu y retourner, mais elle ne l'a pas fait, et que de toutes les manières, pour les Palestiniens, et en l'occurrence pour le comité islamo-chrétien de Palestine dès la fin des années 10, eh bien cet argument-là n'était pas très sérieux, étant donné que les autochtones à ce moment-là, les maîtres du pays, eh bien c'était donc les Palestiniens, hein, musulmans, chrétiens, ainsi que la petite minorité juive, et qu'il n'y avait aucune raison pour eux, en tout cas aucune légitimité à ce que les Juifs y établissent un État, d'autant plus que la menace était grandissante à cette époque-là. Euh, D'ailleurs, il y a également l'argument du Yishuv, c'est-à-dire la communauté juive palestinienne avant la colonisation sioniste. Alors, on sait qu'à la fin du 19e siècle, elle ne représentait qu'environ 3% de la population. Euh, dans la littérature sioniste, on a souvent imaginé que c'était un argument en faveur de certaines continuités juives en Palestine, mais il faut comprendre que, comme on l'a vu précédemment, beaucoup de ces juifs, eh bien, ont été par la suite convertis au christianisme, puis à l'islam dans certains cas, mais que il n'y a pas vraiment de continuité, du moins elle est beaucoup moins parfaite que ce qu'on pourrait l'imaginer, parce que certaines communautés juives sont apparues, puis ont disparu. Par exemple, à Safad, un grand nombre de familles en provenance d'Espagne s'est installé au XVIe siècle, hein. La population juive de Safad a été multipliée par 4, par 3 à la période ottomane, notamment avec les juifs qui ont été expulsés de péninsule ibérique. C'est à peu près la même chose à Jérusalem. Donc effectivement, il y a une grande diversité. Au XVIIIe siècle, il y aura également des communautés ashkénazes qui vont s'y établir. Donc la continuité n'est pas parfaite. Il y a eu véritablement un renouveau. Et de toutes les manières, il est évident que les communautés juives en Palestine n'ont jamais eu l'importance numérique qu'elles ont eue en Syrie. Par exemple, en Syrie voisine, on sait que Damas ou Alep ont accueilli beaucoup de séfarades, notamment chassés de péninsule ibérique. Alors, pour revenir à nos moutons, le mythe numéro 7, c'est le moufti de Jérusalem qui aurait inspiré Hitler. Alors c'est Netanyahou qui avait suggéré que Hitler n'avait pas l'intention de brûler les Juifs, de les exterminer, que ce serait le Moufti qui le lui aurait suggéré. Hitler aurait tout simplement souhaité les expulser de chez eux. Mais on va voir que si effectivement le Moufti a rencontré Hitler, eh bien il y a également eu une collaboration sioniste avec les nazis. Alors le parcours du Moufti, alors le Moufti, donc il descend d'une famille de notables musulmans de Jérusalem. Il a été l'élève d'Antebi à l'Alliance israélite de Jérusalem, donc a priori rien ne le prédestinait à avoir un tel parcours, hein. Il est né à la fin du 19e siècle. Dans l'entre-deux-guerres, il combat le sionisme en tant que chef politique et religieux. Alors ça ne veut pas dire qu'il était forcément euh, qui n'avait pas de contact avec d'autres communautés. Et on sait par exemple qu'il était très ami avec le prêtre palestinien Albina. Et surtout, hein, le moufti de Jérusalem était très connu pour ses appels au calme, hein. Les Britanniques s'appuyaient souvent sur lui pour qu'il apaise un petit peu les esprits, notamment lors des émeutes des années 1920. Le moufti était persuadé, et il y avait des textes sionistes qui semblaient aller dans le même sens, que le but du sionisme était d'expulser les Palestiniens
de chez eux et de s'emparer du Haram Sharif, c'est-à-dire du site musulman le plus sacré de Palestine, pour construire le troisième temple. Il était également convaincu des forces occultes du judaïsme, forces bien sûr entre guillemets, et il faut comprendre qu'aujourd'hui, bien que cette assertion, bien que cette phrase-là puisse sembler antisémite, eh bien les sionistes eux-mêmes jouaient sur cette influence pour impressionner non seulement les Palestiniens, mais également les Britanniques. On connaît notamment les paroles prononcées par Elie et Berlin. Je vous renvoie notamment vers la vidéo numéro 3, le mythe numéro 3, où Elie et Berlin, sioniste français, aiment jouer sur cette influence juive pour impressionner ses interlocuteurs arabes. Et donc, le Boufti était convaincu de cette force-là, de ces forces-là, sur les décisions occidentales. On voit que dès la fin des années 10, puis en 1920, et ce sera une tendance, une constante, que le gouvernement britannique va souvent céder, fléchir face aux pressions sionistes dans des décisions qui seront défavorables aux Palestiniens. Le rapport Palin que nous avons vu dans le mythe numéro 3 montre bien cette inquiétude croissante chez les Palestiniens. Le Moufti avait par ailleurs la certitude, qui était basée sur des faits réels, que les sionistes tentaient de l'assassiner. Alors on sait que lors des émeutes de 1920, c'est le Moufti qui a été ciblé par un attentat. Le comité islamo-chrétien avait exigé que les auteurs de l'attentat soient arrêtés. Donc il y a véritablement une animosité qui se met en place, on va dire dès 1917 certainement, puis qui se renforce avec les premières émeutes. Il faut également comprendre, c'est-à-dire que rétrospectivement, bien entendu, il est aujourd'hui difficile de comprendre une telle sympathie entre guillemets pour le régime nazi, mais le Moufti a par exemple commencé par faire une offre de service à la France en 1938-1939. Le but est très clair, il faut s'éloigner des Britanniques, on ne peut pas compter sur les Britanniques qui sont complices des sionistes, il faut vraiment s'adresser à d'autres puissances. Alors la France n'avait pas vraiment été un adversaire, enfin n'avait pas été une alliée, on va dire, des Palestiniens, au contraire, mais donc déçu par la France, il décide de se tourner vers l'Allemagne par pur pragmatisme, d'autant plus qu'il voyait que les sionistes étaient des colons et non pas des immigrés. Du moins, c'était comme ça qu'il les voyait. D'ailleurs, on ne saurait oublier que l'Allemagne nazie a elle-même tenté de séduire des militants, des militants, des résistants palestiniens, mais aussi des nationalistes d'Irak ou d'autres pays. Par exemple, on sait que lorsque la France sera occupée par l'Allemagne, et donc sous Vichy, eh bien, Vichy va libérer des prisonniers palestiniens au Liban. Il y aura également des contacts entre, nous le verrons, des personnalités nazies importantes et les nationalistes arabes, et ce sont souvent les Allemands qui vont faire le premier pas vers eux. Et puis donc le premier séjour du Moufti en Allemagne a lieu, bien entendu, bien après la décision de la solution finale d'Hitler. Le Moufti va à Jérusalem en novembre 1941, c'est-à-dire 2 ans et demi après la décision d'Hitler. Donc il ne l'a pas, évidemment pas influencé. Qu'il ait eu une sympathie pour son projet, c'est certain. Mais néanmoins, il faut préciser qu'à l'époque, nous n'avions pas, à l'époque, personne ne connaissait exactement l'ampleur de la catastrophe qui avait lieu. C'est certain. Par ailleurs, le Moufti aurait même demandé à Hitler de faire partir les Juifs dans d'autres pays plutôt qu'en Palestine. Donc, toujours est-il que la première rencontre d'Hitler avec Hitler est décrite dans les mémoires du Moufti. Hitler lui explique que la haine des Juifs lui vient du coup de poignards dans le dos de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la déclaration Balfour, qui on va dire, qui est considérée comme une trahison, parce que les Juifs se tournent vers le Royaume-Uni, qui est l'ennemi
de l'Allemagne pendant cette guerre-là, et donc il leur attribue la défaite de l'Allemagne. Et donc, pour l'Allemagne devient de ce fait un ennemi du Royaume-Uni et de la France, qui sont responsables et complices du drame palestinien. On est, il faut le rappeler, en pleine révolte palestinienne. De 1936 à 1939, les Palestiniens vont se révolter contre ce qu'ils considèrent être une complicité britannique envers les sionistes, et la révolte sera très durement réprimée. Les sionistes seront armés, les milices sionistes, notamment la Haganah, sera armée par les forces britanniques, dont Wingate, dont je parle dans le mythe numéro 3, qui va donc armer les sionistes, et il y aura environ plus de 5000 morts palestiniens, des résistants, des révoltés, mais pas seulement, également des civils. Donc il y aura toute une série d'assassinats, d'exécutions, d'expulsions, de déportations, d'emprisonnements, etc. Et puis, c'est dans ce contexte-là que l'Allemagne va commencer à s'intéresser un petit peu à l'Égypte, à la Syrie, à la Perse, donc en envoyant des chefs politiques et militaires importants. Il y aura également des liens, on va dire, qui vont s'établir. Et puis, le contexte de l'époque est quand même à rappeler, c'est-à-dire que le Moufti a souhaité que les Juifs n'aillent pas en Palestine, mais beaucoup de pays européens ont fait, ou occidentaux de manière plus générale, ont fait de même. Beaucoup de pays vont progressivement fermer leurs portes. Alors bien sûr, il y a les mesures antisémites qui vont être mises en place très tôt, en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, mais également du côté plus occidental, c'est-à-dire que les États-Unis, en 1937, hein, sur les 155 000 visas disponibles, eh bien, ils ne vont en accorder que 27 000 aux Juifs dans une période où il y a véritablement urgence, où les Juifs doivent absolument trouver un lieu plus sûr. La France également affirmera qu'elle est saturée d'étrangers. Roosevelt va proposer que des Juifs s'installent en Angola, mais le Portugal opposera son veto et le projet sera avorté. La Turquie, en revanche, va jouer un rôle assez important dans le transit de Juifs d'Europe orientale vers la Palestine. Alors cependant, ce qui est intéressant à noter, c'est que s'il y a une espèce de convergence d'intérêts entre le Moufti et les nazis, les sionistes ont également vu dans le nazisme une certaine ont également ont également compris qu'ils avaient certaines convergences avec le nazisme, et pendant longtemps, seule la presse sioniste sera autorisée dans l'Allemagne nazie. Le pogrom de 1933 ne sera pas unanimement condamné par l'agence juive, mais celle-ci verra plutôt une confirmation de la non-assimilation des Juifs en Europe, et puis donc le recours crucial au sionisme. Les sionistes vont également signer un accord avec les nazis, l'accord de la Havara, c'est-à-dire qu'ils s'engageront à ne pas boycotter l'Allemagne nazie, et on sait que cela a pu avoir un rôle important dans l'armement de l'Allemagne au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ben Gurion, d'ailleurs, aura donc une approche qui est très centrée sur le mouvement sioniste, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas en 1936 à renvoyer en Europe des groupes de juifs européens qui sont installés en Palestine. Il considère que c'est un fardeau, et visiblement il ne semble pas s'être énormément soucié de leur sort. Par ailleurs, en 1937, il explique qu'il préfère que les Juifs restent en Europe et n'émigrent pas en Amérique, aux États-Unis, s'ils ne préfèrent pas émigrer en Palestine. Donc, il y aura, et cela va être une constante, beaucoup d'efforts qui seront faits dans ce sens. C'est-à-dire qu'on va
bloquer, hein, tous les efforts de faire partir ou de sauver des juifs. Et c'est ce qu'affirmaient déjà certains rabbins ou certains juifs. C'est-à-dire il y a une espèce de logique sacrificielle, c'est-à-dire qu'on considère que bien sûr que ce qui se passe en Allemagne ou en Pologne est absolument dramatique, mais comme l'écrit par exemple le journaliste Katznelson, un journaliste sioniste, il écrit que voici une occasion de bâtir et de prospérer comme nous ne l'avons jamais fait et jamais nous le ferons. Ben Gurion s'inscrit un petit peu dans la même logique, hein. Euh, Sa volonté de payer le prix d'un sacrifice humain aussi terrible pour atteindre les buts du sionisme correspondait à une position qui a toujours été la sienne depuis qu'il a mis les pieds en Palestine. Et puis, il y aura également cette idée que nous ne voulons pas de ce type de juif qui va directement, qui se laisse conduire vers l'abattoir comme une brebis, comme on dira, une brebis vers l'abattoir. Au contraire, il faut que le juif de Palestine, le nouveau juif, soit viril, combattant, et que les juifs finalement européens qui se laissent faire, eh bien, voilà, on les méprise un petit peu, on les dédaigne, et ce serait une constante. C'est-à-dire qu'après 1945, en Israël, il y aura un dédain relatif envers ces personnes-là, envers ces rescapés. Et puis, il y a eu, comme on le disait, toute une tentative de sauvetage. Par exemple, il y a eu notamment le cas de 150 000 juifs qu'on aurait pu faire émigrer d'Allemagne vers la République dominicaine en 1938, mais c'est un projet que l'agence juive, par l'intermédiaire de Golda Meir, a réussi à faire échouer. Il y en a eu, il y en a eu d'autres, hein. Par exemple, la Haganah, en 1941, avait fait exploser le paquebot Patria qui devait conduire les Juifs à l'île Maurice. Et il y a eu 254 victimes. Il y a véritablement une obsession plus du sionisme que du sauvetage. Alors, ça ne veut pas dire que les sionistes étaient réellement capables de sauver les Juifs, mais il y a eu une préférence très nette pour le sionisme, pour la Palestine. D'ailleurs, on a cet exemple-là d'un rabbin, Rabbi Herzog, qui va kidnapper ou prendre par la force des enfants qui avaient été, des enfants de personnes mortes ou exterminées donc dans la Shoah, qui avaient été donc adoptés par des familles britanniques, et il va les kidnapper pour les faire partir en Palestine. On peut imaginer qu'au cours de ces années, eh bien ces personnes-là, ces enfants-là, s'étaient attachés à leur famille, mais donc on les a installés en Palestine. Et puis le pragmatisme sioniste va au-delà, c'est-à-dire qu'il y a également eu un effort pour recruter des nazis, pour notamment lutter contre les Britanniques, parce que les Britanniques, à partir de la fin des années 30, eh bien, nous le verrons, seront les ennemis des sionistes. On va même considérer que les nazis ne sont que les persécuteurs des juifs, alors que les Britanniques sont les ennemis du peuple juif. Et le Stern, hein, une milice sioniste, ne va pas hésiter à prendre contact avec avec l'Allemagne nazie, notamment va essayer de signer un pacte avec Hitler qui va permettre l'établissement de cet État juif et donc la défaite britannique. Il y a eu donc plusieurs tentatives et ce sont seulement les Britanniques qui les ont empêchés, notamment en 1941 lorsque des membres du Stern tentent de rejoindre à Beyrouth les nazis. Donc il y a véritablement une volonté de collaborer avec les nazis pour mettre en place cet État juif. Donc là, nous voyons cette lettre à gauche, cette offre de service faite aux nazis par le Stern. Ce qu'il faudrait également rappeler, c'est que certes, le Moufti a rencontré Hitler,
ne l'a pas inspiré cependant, il faut bien le rappeler. Le Moufti n'a pas, euh, il a effectivement formé des SS, mais ces SS-là n'ont pas contribué à l'extermination de Juifs. Ils n'avaient qu'un rôle très limité dans les Balkans et leur but n'était pas d'exterminer des Juifs. Mais par ailleurs, ce qu'on ne devrait pas oublier aujourd'hui, au moment où on tente d'idéaliser, où tout le monde, dans tous les camps, on tente d'instrumentaliser un personnage du camp adverse, eh bien, rappelons que des milliers de Palestiniens, plus exactement 12 000 Palestiniens, se sont engagés dans l'armée britannique pour lutter contre les nazis aux côtés des Juifs. Donc il y en a environ 12 000. C'est beaucoup plus important que la contribution du Moufti.